Chers amis de Média Cyrenea, une nouvelle émission avec Nicolas Stocker, un des fondateurs des Volontaires pour la France. Et nous allons continuer nos entretiens. D'ailleurs, la date approche des langues régionales en Europe, la fête des langues. Et vous m'en direz tant. Marquez peut-être des mauvaises langues aussi. Hein. C'est national ou c'est européen? Ce serait institué comme fête, la fête des mauvaises langues. Que pensez-vous? Bon. On en connaît, on en a tous dans notre entourage, dans nos entourages respectifs. Voilà. Bon. Que Dieu nous en préserve. Donc, les langues régionales, sous l'angle aussi de la désinformation, et de la manipulation des langues régionales par l'oligarchie mondialiste, bruxelloise déjà, bruxelloise et mondialiste, pour décérébrer et priver de nos enracinements, de nos cultures, les différents peuples de France. D'ailleurs, les rois de France parlaient à mes peuples, à mes gens, à mes nations. On est toujours dans la fameuse fabrique du crétin, dont on parle beaucoup actuellement, à la fois sur le plan digital, mais finalement aussi, et d'abord en matière de langue. C'est-à-dire que, à vous écouter tout à l'heure, je prenais bien conscience du fait que la République qui a mis en cause ces langues régionales est aujourd'hui, semble doubler par sa gauche ou par sa droite, j'en sais rien, plutôt par sa droite, par Bruxelles qui lui veut les remettre à l'honneur. Mais en réalité, en même temps que Bruxelles remet à l'honneur les langues régionales, promeut quand même toujours l'anglais comme volapük, comme langue universelle, et aussi, par ailleurs, l'État français est, à mon avis, aujourd'hui le premier fossoyeur de la langue nationale, déjà au travers l'éducation. D'abord, à côté, l'éducation est à remettre en cause, mais on voit malheureusement que l'Académie française n'a pas un pouvoir normatif. On voit qu'il y a une évolution non pas homogène de la langue, mais une sorte de violence qui lui est faite, avec la féminisation des noms. Ah ben ça, la féminisation des noms, vous l'avez jusqu'à plus soif. Vous me permettez, c'est jusqu'au sommet du ridicule. Je me souviens, dans les années 80, alors toutes ces modes, comme toutes ces modes d'ailleurs, nous viennent toujours d'outre-Atlantique. Et je me souviens, dans les années 80, une des principales revendications des féministes américaines, dans les universités, tenez-vous bien, tout le monde sait que dans les universités, vous avez des séminaires. Bon. Eh bien, les féministes américains disaient, mais c'est pas normal, c'est une forme, parler de séminaire, la semence masculine, c'est une forme de patriarcat tout à fait inacceptable. Pourquoi ne pas rebaptiser les séminaires des ovariums? On est allé jusque-là dans le ridicule. Ce qui nous manque, c'est Molière. C'est un Molière. Il nous en manque plein. Il manque Molière, il y a le regretté Muret, qui quand même s'amusait formidablement. Donc, féminisation de la langue, ou de pas mal de mots, de métiers. C'est même pas féminisation, c'est genrisation, je ne sais pas, genrer, maintenant vous avez un nouveau verbe qui est apparu, genrer. Langue inclusive. L'inclusif et le genrer. Alors ce qu'ils oublient que dans les langues... Ce qui ne veut rien dire, parce que vous n'avez pas, il n'y a pas de féminisation ou de masculinisation. Muret s'amusait de cela, et il disait, alors, comment, puisqu'on féminise le masculin, masculinisons le féminin. Et il disait, mais alors, en genré, une femme, qu'est-ce que ça fait au masculin? Et il disait, infâme. Alors, il nous les manque, en effet, ces auteurs, pour en rire. Est-ce qu'on oublie que chaque langue a son génie? Si on pense par exemple au latin, qui est une de nos langues mères, les mots de la première déclinaison sont normalement tous féminins, sauf les noms d'hommes, de métiers. Donc l'adjectif se mettra au masculin, et non pas au féminin.
On est bien d'accord, chaque langue a son esprit, ça c'est un des grands points de désaccord que j'ai avec un de mes confrères de Radio Courtoisie, Jean-René L'Admiral, dans son fameux traductologue, dans son fameux livre sur les ciblistes et les sourciers, lui se définissant comme cibliste, et moi m'étant toujours plus ou moins, et pas seulement au travers Chouraki, mais au travers tout un tas d'auteurs plutôt sourciers, je considère que chaque langue a son esprit, et qu'il faut restituer à la langue et au témoignage d'origine, il faut la restituer dans sa langue d'origine, parce que c'est l'esprit d'origine. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on voit? Que le français subit des attaques. Si on regarde par exemple les dictionnaires qui sortent, on est des fois étonné, surpris. Invasion de mots étrangers. La démagogie, de toute façon, il y a une multiplication des mots, une multiplication anarchique des métastases, hein, finalement, de ce cancer, parce que c'est un cancer, ni plus ni moins. Dont la matrice est le franglais. On moque certaines radios qui veulent respecter absolument le français. Alors, on n'aura absolument rien sur cette radio sur le fait de parler anglais, de parler russe, de parler allemand ou toute langue. Mais ce qui est insupportable, c'est cette espèce de sous-langue, comme il y a une sous-culture, et donc le franglais en est une. Que dire d'un jeune aujourd'hui qui va à Pôle emploi, hein, et à qui on remet un business model Canva? Alors il y a Canva. Je n'invente pas. Ça se passe en France, à Paris, et c'est au Pôle emploi. Voilà. Alors c'est très amusant, je crois, parce que en plus c'est à double détente. Parce que business model, évidemment, c'est tout sauf du français, hein, Pôle emploi, mais qu'on appelait l'Agence nationale pour l'emploi. Bien nationale, sûr. Il y a longtemps. Et donc, cet aspect national, on voit maintenant, c'est business model. Mais Canva, c'est ça après. Ouais. Et ça, à mon avis, Canva, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ouais. C'est un mot qui est maintenant désuet. C'est un mélange d'un mot français désuet et d'anglais. Alors c'est du franc. Franc-anglais, ou je sais. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc on peut faire beaucoup de choses. Le terrible, dans certains pays d'Afrique, on peut rencontrer des gens qui parlent en français admirable, châtié, où ils ont même une bonne connaissance, non seulement de notre grammaire, mais de notre littérature. Mais aujourd'hui, un Suisse francophone, un Belge francophone, enfin, les Belges c'est un peu compliqué, ils sont un peu comme nous, ils ont des Belges de papier, mais les Suisses beaucoup moins, ou nos Québécois, nos amis québécois, on rigole de leur septante et autres, mais je suis désolé, c'est le français qui a toujours existé, ils nous rappellent, eux, pourquoi? Parce qu'ils savent, ils ont cette conscience, ils savent ce que c'est qu'être minoritaire. Quand on est minoritaire dans un ensemble qui est anglophone, par exemple, on attache beaucoup d'importance. Je pense que les Français n'attacheront d'importance à la langue que le jour où ils auront pris conscience que la langue française va mourir. Tant qu'ils n'en auront pas conscience, ils continueront à dire « Ah, ces vieux barbons qui s'expriment sur la francophonie ». Que c'est un chef-d'œuvre en péril. Un chef-d'œuvre en péril. Qu'ils en prendront soin. C'est un peu l'espoir que l'on a par exemple avec Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire que ce soit un signal pour que l'on s'occupe non seulement de Notre-Dame, mais aussi de toutes les filles de Notre-Dame, les autres cathédrales et toutes les églises en France, que l'on prenne conscience que rien n'est immortel. Que le ciel vous écoute. Et qu'il faut en prendre soin. Alors parlons des langues régionales, mais je pense que vous n'avez rien contre les différentes langues qu'on pouvait trouver autrefois dans notre vieille France. Mais c'est toute la diversité nationale. Et là, le mot dans le sens diversité, au sens premier du terme, bien sûr. Alors, c'est pas les différentes cités. Autour du micro, on a un Corse, oui, je pense, qui est fier de sa langue. Je suis très fier de ma langue, je suis très fier de mon histoire, je suis très fier d'avoir une langue latine. N'en déplaise à d'autres, je veux dire, c'est comme ça. C'est pas nous qui avons supprimé le latin, cher
Mais cher frère Thierry. Le latin n'est pas en soi supprimé. Hein. Il est supprimé. Pour moi, il est supprimé. On en fait. C'est la mort de la langue morte. La langue morte, alors que moi je la parle. Ouais. Tu vois, c'est quand même parce que le corse, on est. Et pas seulement à l'église. Et pas seulement à l'église, nous on parle couramment le latin, sachant, et j'ai noté ce que tu as dit tout à l'heure, ce que il faut savoir que quand je pense en corse, donc en latin, le neutre est du féminin, alors que quand je pense en français, et le neutre est du masculin. Et donc c'est deux mondes. Les langues, c'est ça la force d'une langue. C'est la manière de penser. Or quand je vois business, moi je pense pas comme ça. C'est pas possible. Je ne peux pas. Et qu'on m'impose que l'État français, à travers le Pôle emploi, c'est l'État, m'impose ce genre de diatribe dont je ne suis pas du tout d'accord, bien sûr que je me révolte. Mais tout le monde ne se révolte pas. Des millions et des millions de gens ont ça dans les mains sans se révolter. Alors que se passe-t-il? Dans votre île, oui. Votre langue a été préservée. Par nous-mêmes. Et puis parce que vous êtes insulaire, parce que c'est plus facile de se par protéger. Une volonté. Oui, écoute, c'est plus facile de se protéger quand on est dans une île. Je ne suis pas prof. Un matin, je me suis levé, j'ai dit il faut à tout prix que je sauve ma langue. Je ne dirais pas combien, mais j'ai dû former au moins 400 personnes, si c'est 500 personnes qui parlent le corse aujourd'hui. Donc, c'est une volonté. J'ai créé ma propre méthode parce que j'ai compris que si j'utilisais la méthode que l'éducation nationale m'imposait, jamais j'y serais arrivé. Non mais vous parlez corse, comme les Japonais parlent le japonais, c'est tout. Ou comme les Anglais parlent l'anglais ou le gallois, et c'est pas demain la veille, et l'Union Européenne s'est cassé les dents là-dessus, qu'on va changer les habitudes des Anglais, par exemple. Non, ils ont une volonté. Absolument. Mais il y a cet aspect insulaire qui est si prégnant, et c'est une bonne chose d'ailleurs. C'est l'insularité peut-être les frontières naturelles qui nous préserve, bien sûr. Mais je dois reconnaître que à travers ce franco-anglais ou tout ce que tu veux qui nous arrive et qui nous déferle en Corse aussi, parce que en Corse le français était très châtié. Et nous avons appris un français à parler un français. Le Corse, généralement, parle très bien le français, l'écrit très bien. Mais, justement, on a des attaques qui nous dépassent complètement. C'est des déferlantes, là. Et vous avez des jeunes, et j'imagine que d'ailleurs, vous savez bien comment ça se passe, c'est toujours sur les jeunes, que la propagande et que ce genre de ce genre de poison. Nous, on essaie que les jeunes parlent corse. Vraiment parlent corse. Et vous ne pouvez pas les empêcher de jouer aux jeux vidéo, vous ne pouvez pas les empêcher d'aller sur les réseaux sociaux. On ne peut pas les empêcher, mais... Et d'aller dans l'école de la République. mais on fait tout quand même pour qu'ils parlent. Et ils parlent. Et ils parlent. Moi, je suis très fier d'avoir, pour même pas 300 000 habitants, il y a quand même plus de 100 groupes qui chantent en Corse. On est loin, moi je suis dans le 12e, ça correspond à peu près. Ça me fait penser à quelque chose, Pierre-Jean, oui. Et pour faire Thierry, c'est qu'il n'y a, et en tant qu'homme d'église, vous n'allez pas me contredire, c'est que la langue, c'est aussi le chant. Bien sûr. Il y a une façon de préserver la langue, il ne s'agit pas seulement de faire la dictée de pivot, mais je pense que parce que le chant, il est collectif, il est communautaire, on chante ensemble, on peut chanter seul, mais on chante souvent en chorale, et ça renforce énormément les liens. Écoute, tout à l'heure je vais recevoir une amie, une jeune fille, une jeune femme, qui s'appelle Chloé Perrier, et elle vit à New York, elle chante. French Earth. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et Cœur France. Je te laisse lire les titres qu'elle chante avec un succès extraordinaire. Ménilmontant, Comes Love, que reste-t-il de nos amours,
évidemment c'est très net, hein. Lorsque tu m'embrasses, Lullaby of Birdland, J'ai deux amours, Coquette, Guilty, La vie en rose, Souhait, je voudrais en savoir davantage. Eh ben, tu vois un peu, c'est quand même pas Jazz du rap. band. Je trouve que c'est pas du rap. Et c'est un C'est du jazz, c'est pas du rap. Non, mais c'est quand même des chansons françaises. C'est à encourager. C'est à encourager, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Je voulais te Et pour dire, ça, il faut des non, médias. mais pas ces Et pour ça, personnes-là. il faut des médias alternatifs. C'est l'autre sujet qu'on finira peut-être par aborder dans un de nos entretiens. C'est Oui. qu'on a de moins l'uniformisation de la langue. Elle est aussi une uniformisation de la pensée et une uniformisation des médias. Ils répètent tous la même chose du matin au soir. Quoi que vous alliez ou presque sur la bande Tu sais, FM ou sur les on autres zones. parlait de... Et même sur France Culture. Bien même et surtout, j'ai envie de dire, France Inter, France Culture, c'est Dans beaucoup d'endroits. plus ils sont financés par les deniers publics, pire ils sont. Alors, Eh ben, dans justement, beaucoup d'endroits, on chante et on soutient le rap. Et toute la Alors, violence est-ce que ça c'est drive. une culture française? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ça peut être presque un des points de la conclusion de notre entretien, que l'oligarchie qui tient les médias, qui sont ses valets, cherche à nous déculturer, nous priver de nos racines, de notre culture, de nos moyens d'expression traditionnels, et nous impose une sorte de sabilla. Et si on veut résister, qu'est-ce qu'il faut? Promouvoir des bons livres, par exemple pour enfants. Quand on regarde les publications promues par l'éducation dite nationale, tout ce qui est périscolaire, c'est abominable. Autrefois, ça pouvait tomber même sous le coup des lois. Bon, passons là-dessus. Promouvoir, aider des radios réellement libres, qui sont encore des canaux d'expression de notre génie millénaire. Hein. Nous sommes les fruits d'un passé. Et nous espérons que demain, on aura transmis notre héritage. C'est une tentative d'esclavage. On n'aura pas l'occasion, on va en parler au prochain entretien, mais ça me fait penser ce que vous dites à la façon dont quand vous lisez les 10 plaies d'Égypte, comment ça commence. Et ça commence par justement le pharaon qui impose une contrainte supplémentaire qui est fiscale, un petit peu comme la politique des gilets jaunes finalement, les gilets de la lumière, mais et qui est aussi dans la fabrication même de la pierre, ou de la pierre et des briques. C'est de la paille, il fait payer 2 fois plus cher quelque chose. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent en effet non seulement nous faire payer plus cher, mais ça c'est pas l'objectif final matérialiste, c'est qu'ils veulent nous découpler à la fois de nos racines, et puis aussi, et il faudra le dire, et alors moi je le dirais de façon peut-être plus décomplexée que vous, frère Thierry, parce que n'étant pas un homme d'église, ils veulent aussi nous couper du divin. Mais bien sûr. Mais de même, ça c'est pas le sujet d'aujourd'hui, la PMA, on cherche très bien à effacer la paternité, la notion de père. Parce que bon, aujourd'hui... Et vous avez vu, avec de l'ADN, la PMA, on passe à la GPA, Mais c'est ce qu'on bien disait sûr. toujours. On disait Pax, mariage, PMA, GPA. Bon. On n'a pas fini, l'encre n'a pas fini de sécher de la loi qui arrive, qu'ils sont déjà en train de nous préparer la loi future. À chaque fois, c'est comme ça. Tout en nous disant, il n'en est pas question de... Bah, c'est ce qu'ils avaient dit. Ah, on fait le Pax, mais pas de mariage. Après, on fait le mariage, mais pas de GPA. Ah, bon, GPA, mais pas de PMA. Mais je pense qu'il y a quelque chose de symbolique. Et après, on dira, Comme et la pas de langue. clone, et après, on dira, pas d'eugénisme. Vous voyez, c'est le refus à la fois de la paternité et de la maternité. Notre langue, on appelle la langue maternelle. Oui. C'est notre mère qui, sur ses genoux, nous a appris, et même la vie intra-utérine. Et pourquoi le refus du père? Non mais déjà les mères, pour s'arrêter à la mère, la langue Mais maternelle, bien sûr. les maïms, les os, c'est la dama, hein, un petit peu dans la Genèse. Et c'est de ça d'ailleurs dont la danse se coupe, malheureusement, et sa relation avec la dama sera maudite. C'est bien la relation d'abord à la mère, à tout notre potentiel, à toutes nos origines, nous découpler déjà de ça. Eh oui.
Et ensuite vient le père, mais déjà la mère. Donc, l'entreprise, derrière l'entreprise. On arrive à un monde déshumanisé totalement. Et au prétexte systématiquement de féminiser, en fait, il déféminise, il dématernise et il lutte contre tout ce qui peut être des liens à la fois de la cellule familiale et de relations que l'être humain peut avoir avec ses... Alors, cher ami, dans votre mouvement, est-ce que vous allez prendre réellement à bras-le-corps cette question de la défense de notre langue? Oui. Parce que c'est très bien de défendre nos libertés. Ça va être un instinct de survie, hein, l'attitude des gilets jaunes, mais c'est pas suffisant. Si on veut reconquérir, il faut être positif. Bah écoutez, au sein des VPF, nous avons un adhérent qui est un défenseur de la francophonie et pas des moindres, qui est l'ambassadeur Albert Salon. Mais c'est très important de soutenir aussi les bonnes librairies. Absolument. Il faut vivre en réseau, non pas comme des Amish, mais pratiquer un sain communautarisme. Regardez la librairie française, allez à la librairie française, notre ami Thibault de Chasset, et vous trouverez tous les livres, les meilleurs livres du général Martinez, par exemple, ou d'Yvan Blot. Et c'est important, là on est dans une radio corse, mais tous ceux qui, je pense, défendent l'identité doivent se retrouver. Et on remercie évidemment cette radio corse de nous accueillir. Comme quoi, on accuse toujours les Corses dans temps insulaire de ne pas supporter l'autre. La preuve que jamais, je vais vous rappeler une page d'histoire. Hein, Henri II, Catherine de Médicis, 1300 Corses gardent le Louvre. Et le prévôt est corse. Mais autrefois, vous aviez précédé autour du souverain pontife la garde suisse. Oui, bien sûr. La garde papale qui... il y avait quand même encore les Suisses, mais était chargé de garder tout le Vatican, quoi. Pas seulement la partie, comment vous dire, le palais papal, quoi. Tout le Vatican était gardé par les gardes corses. Moi, ça ne m'étonne pas. Il y a eu les Corses et les Suisses. Dans les deux cas, finalement, vous avez deux nations, parce qu'il y a un peuple corse, il y a une nation corse quelque part, elle peut être attachée à la métropole et à la nation française, mais néanmoins, il y a une nation corse, comme il y a un peuple, une nation suisse. Et le point commun, et par rapport au Vatican, c'est pas neutre, à mon avis, c'est que ce sont des nations et des peuples sans État. Le Suisse a très peu, l'État c'est un nain, il y a une très faible représentation. Et les Corses, avec la Vierge Marie qui préside aux destinées de la Corse, bon, je ne vais pas m'amuser à remettre en cause les apparitions mariales, c'est loin s'en faut d'ailleurs. Mais voilà, c'est quand même une présidence très particulière. Très particulière. et qui n'a rien à voir avec l'État républicain. C'est quand même extraordinaire que la République corse choisit de s'appeler un royaume qu'elle donne à la Vierge Marie. C'est quand même extraordinaire. Oui. Mais c'est une façon de dire que l'État, et pourquoi à mon avis les souverains pontifes ont pris des Corses et des Suisses, c'est qu'il n'y a pas cette espèce de soumission que d'autres pays par rapport à un État, tout ce que ça peut entraîner. Ça leur a coûté cher. Prochainement une émission sur là-dessus. Oui, sur Marie, reine de Corse. Mais il faut bien voir qu'au XVIIe siècle, bien souvent, on voyait dans certains couvents la Vierge avec une couronne royale et tenant un bâton d'abbesse, parce qu'elle était désignée, élue, abbesse à vie de ces monastères qui étaient en fait des prieurés, pour éviter la commande. Donc, vous en Corse, élisant Marie, reine de Corse, ça a évité d'avoir c'était extraordinaire. Borgo ou un tel ou un tel ou un tel. Ça a été extraordinaire. Ne pas oublier que c'est quand même une discussion de théologiens qui a duré quelque temps quand même. À mon avis, ne plaisantons pas trop avec ça. Alors, je lisais dans la presse que le pape François, très en colère, menaçait de schisme maintenant ses adversaires. J'espère que tout ça va évidemment trouver une finalité heureuse. Une solution finale. Eh bien, merci. Bon, dernière chose. Oui. On fera pour défendre notre langue régulièrement ici. Précédemment, j'ai fait une émission sur Léon Blois.
une série d'émissions sur les grands auteurs français et ensuite une série d'émissions sur la poésie française. À très bientôt, chers auditeurs. Très bientôt.